Donc une séquence, hein, comme vous en avez l'habitude chaque année. Donc on va vous restituer les résultats et toutes nos actions d'accompagnement au niveau de l'OMEDIT sur les sujets d'amélioration et de suivi de la pertinence des prescriptions de produits de santé. Je ne vous présente pas mes trois collaboratrices que vous connaissez bien. Donc, comme l'a rappelé ce matin la directrice générale adjointe dans son discours, donc des thématiques qui sont fixées donc au niveau régional, donc il y en a 5. Le bon usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance. Donc là, c'est un sujet que l'on travaille bien évidemment en lien avec les autres acteurs que vous connaissez, notamment le Centre régional en antibiotiques, le CRATB. Les médicaments de santé mentale, notamment avec tous les travaux de la commission de l'OMEDIT qu'on vous rappellera dans la présentation. Les médicaments anticancéreux oraux, donc là aussi en cohérence avec les orientations de la feuille de route cancer en lien avec l'INCa. Les bonnes pratiques de prescription chez le sujet âgé. Donc là aussi, vous connaissez bien nos outils, notre accompagnement. Donc on va vous refaire un petit focus sur le sujet. La prise en charge médicamenteuse de la douleur. Et parmi les priorités, alors c'est des priorités nationales, mais bien entendu qui sont aussi des priorités régionales, donc au niveau de l'ARS et en lien avec l'assurance maladie, puis c'est des sujets qui sont intégrés notamment dans le CAQES. Donc les prescriptions des médicaments donc coûteux et innovants de la Distansus et la traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Donc on va revenir sur tous ces sujets. D'ailleurs qui sont tous, comme vous le savez, en tout cas pour les établissements concernés, intégrés au CAQES. Avant d'aborder tous ces sujets, là aussi, ça a été dit dans le discours d'ouverture, l'actualité au niveau régional, c'est le lancement donc à venir, on espère en janvier 2026, en tout cas on y travaille de manière active. Donc c'est un projet donc, de mise à disposition d'une lettre d'information donc, au niveau régional sur les médicaments et les produits de santé. Donc un projet partenarial donc, mis en place par une équipe au niveau de l'ARS, l'assurance maladie et de l'OMEDI. Donc je salue, puisqu'elles sont présentes dans la salle, donc au niveau de l'ARS, Marcella, Arnaud Fredes et Mélodie qui est là, donc on est en train de travailler sur ce projet. Donc en lien. Alors ce qui est intéressant, c'est finalement c'est un projet qui embarque tous les professionnels. Donc d'ailleurs il y a plusieurs aussi membres qui sont dans la salle via un comité éditorial. Et donc avec l'ensemble des représentations professionnelles, mais également France Asso, dont le représentant est également dans la salle et que je salue pour l'implication dans ce projet. Voilà, donc vous serez destinataire au niveau des établissements de santé, donc janvier, on espère. Quelques mots sur le premier thème, donc les médicaments anticancéreux oraux. Donc voilà, comme vous savez, c'est un indicateur notamment du CAQES. Donc vraiment, ce qui est intéressant de souligner suite à la dernière évaluation des résultats 2024, vraiment une mobilisation et une application des établissements de santé sur ce sujet qui, comme vous le savez, est un véritable sujet de lien ville-hôpital, donc avec un score de l'ensemble des 19 établissements contractualisants sur cet indicateur-là à 85, donc contre 80 en 2023 et 72 en 2022. Donc vraiment, on prend note que c'est vraiment une thématique sur laquelle vous mettez en place vos activités de pharmacie clinique, notamment via le dispositif des consultations tripartites et quadripartites en HDJ, donc qui sont mis en place sur 2024 par 13 établissements de santé.
Une mobilisation évidemment, hein, via l'expérimentation nationale, donc Oncolink. Donc là aussi, hein, je salue l'établissement de santé, comme vous le savez certainement, qui est le centre de lutte contre le cancer, très mobilisé sur cette expérimentation, puis c'est le deuxième établissement, hein, sur la France en termes de nombre de patients inclus. Et vous avez dû voir, un peu plus tard que la semaine dernière, cette expérimentation va rentrer dans le droit commun, donc avec une période transitoire de 18 mois. Donc aussi tout ce qui est renforcement. Voilà, comme je le disais, hein, du lien ville-hôpital. Vous travaillez de plus en plus avec les professionnels de la ville et notamment, hein, les pharmaciens d'officine qui, comme vous savez, sont impliqués dans le suivi via les entretiens. Voilà, donc un projet phare, on vous en a déjà parlé l'année dernière, hein, puisqu'elle a ouvert en juin 2024. Donc la plateforme Oncofficine, dont on est fier. Donc là aussi, donc en lien avec l'ARS, l'assurance maladie, l'URPS pharmacien, les différents établissements de santé, donc les 3CHU, l'Institut Bergonier, et on a la chance aussi, hein, que ce projet soit sous l'égide de la SFPC et de la SFPO. Donc je vous rappelle, hein, cette donc Oncofficine, donc qui vise, hein, la montée en compétences des pharmaciens d'officine, donc sur l'accompagnement des patients traités par anticancéreux oraux, donc avec une montée en charge, hein, des pharmaciens inscrits, des modules, hein, donc au sein de ce site. Et je sais, hein, que notamment sur ce que je viens de dire, hein, vos liens avec les professionnels de ville, hein, vous en faites de plus en, voilà, vous travaillez de plus en plus sur, en tout cas vous en faites de plus en plus la communication. Donc on vous remercie beaucoup. Pour information, donc il y a une labellisation au titre du DPC qui est en cours pour que les pharmaciens d'officine puissent être labellisés, et un projet de PP. Donc j'embraye sur les médicaments de la liste en sus. Merci Marion pour la préparation des diapos et la gestion des chiffres. Donc sur M6 2025, donc 6 premiers mois de 2025, un petit point. Donc on est à 419,6 millions d'euros sur la région Nouvelle-Aquitaine. On continue à progresser. Donc on est à plus 14% par rapport aux 6 premiers mois de 2024. Donc en lien, hein, comme vous le savez, en tout cas pour les établissements concernés, hein, par des extensions, notamment des indications, hein, notamment sur les anticancéreux. Le détail MCO-HAD, donc ça évolue à la fois sur les deux secteurs. Et finalement, l'évolution, elle est plus portée que par les médicaments anti-PD-1, mais aussi, hein, par les autres médicaments, puisqu'on voit que ça évolue sur les deux secteurs. Donc bravo pour votre mobilisation, hein, sur les médicaments biosimilaires de la liste en sus, puisqu'on est à M6 2025, donc à 91%. Vous voyez, hein, les résultats, donc entre 2019 et 2025, donc ça évolue. Donc comme vous savez, il y a des classes qui viennent d'être mises sur le marché, notamment l'ustekinumab, le natalizumab IV et tocilizumab. Donc on vous incite évidemment, en lien avec vos démarches d'achat, à vous mobiliser sur ces biosimilaires. Avec, pour début de 2026, on est en train de travailler sur un outil de sensibilisation sur les biosimilaires à l'attention, hein, de l'ensemble des professionnels de santé en lien avec l'assurance maladie. Donc sur la conformité des indications, donc là aussi des données, donc premier semestre 2025 régional. Donc on est sur une conformité à l'AMM de 86,8%. Donc on est en légère hausse. Et donc en lien notamment, hein, avec l'arrivée, comme vous savez, du codage des AMM miroirs, donc fin 2024, qui représente 1,1% des dépenses à M6.
donc le hors AMM, on est donc sur un taux de 10,2% de la totalité des prescriptions, avec des médicaments qui portent le plus ces prescriptions-là, donc notamment le daratumumab, les immunos, le pembrolizumab, etc. Concernant le suivi de ces prescriptions hors AMM, on avait déjà abordé en 2024 les travaux qui sont menés par le réseau Médit suite à la sollicitation de la DGS, puisque comme vous savez certainement, ces prescriptions-là sont regardées de très près par le niveau national, qui souhaite vraiment avoir une lisibilité de ces prescriptions-là. Donc grâce aux travaux que l'on mène, et en tout cas via le dispositif de suivi des pratiques, et encore on vous remercie, puisque vraiment c'est l'intérêt que vous nous transmettiez le suivi qualitatif des prescriptions hors AMM, puisque du coup ça évite qu'on vous ressollicite sur ces enquêtes-là. Donc on a travaillé sur le daratumumab, le pembrolizumab, donc on va vous envoyer dans les prochains jours une invitation pour le webinaire, donc on vous restituera ces sujets ainsi que l'ensemble des données de la liste en sus, et on est en train de travailler donc sur les 3 derniers médicaments, nivolumab, beva et rituximab, pour une restitution qu'on vous fera mi-2026. Donc on va continuer sur le champ de la liste en sus au niveau des dispositifs médicaux implantables. Et j'ai éteint les diaporamas. C'est pas là. Ah, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est marrant, mais c'est à droite. Très bien. Donc déjà, quelques chiffres clés sur ce premier semestre 2025. On était à 128 millions d'euros de dispositifs médicaux implantables de la liste en sus, avec une hausse de 4% sur ce premier semestre. Et finalement, comme on l'avait vu l'année dernière, si on reprend les chiffres depuis 2016, c'est une évolution qui est plutôt constante, bien sûr, si on exclut la partie Covid, où il y a eu un effet de baisse puis de rattrapage. Les dispositifs médicaux de cardiologie et d'orthopédie représentent 92% des dépenses de la liste en sus, mais on voit cette année qu'on est sur une augmentation un peu plus importante des DMI d'orthopédie. Sur le palmarès, on voit notamment les prothèses de genoux et de hanches avec des augmentations importantes et qui sont toujours les premiers postes de dépenses, et une augmentation un peu plus faible, un peu plus stable sur la cardiologie, et on voit une baisse sur les stimulateurs cardiaques, sur les endoprothèses coronaires et les TAVI qui augmentent finalement assez faiblement par rapport aux autres années. On voulait vous faire le point des accompagnements disponibles en région, donc par l'Omédit. On a 2 types d'outils qu'on peut partager ou qu'on peut mettre en œuvre avec vous. Donc il y a les cartographies de l'informatisation des DMI. Donc l'objectif là, c'est autour d'un outil de cartographie de rédiger un plan d'action relatif à l'informatisation des DMI en prenant en compte vraiment toutes les étapes du circuit et les obligations réglementaires. Et on peut aussi réaliser des audits sur site. Donc l'objectif là, c'est de faire des audits de terrain pour évaluer le circuit des DMI dans les établissements de santé, et notamment la mise en œuvre de l'arrêté management des DMI, et de voir si vous répondez aux attendus de la certification HAS relatif au DMI. Donc pour le bilan donc très large 2022-2025, parce qu'on voit qu'il y a quand même une continuité, notamment sur les cartographies, 27 établissements de santé en Nouvelle-Aquitaine ont été concernés. 5 cartographies ont été réalisées au décours d'un accompagnement sur site sur les DMI, sur le circuit des DMI, dont 2 établissements qui avaient un indicateur CAQES. Donc on voit que l'accompagnement des DMI ne concerne pas que les établissements qui ont signé pour un CAQES.
12 cartographies ont été faites en accompagnement, ce qu'on dit individuel, parce qu'effectivement, on prend un temps en visio de 2 heures pour aider à compléter et à réfléchir autour de cet outil. Donc 12 cartographies ont été réalisées en accompagnement individuel, dont 8 établissements qui avaient un CAQES. Et ensuite, on a eu 16 cartographies qui ont été transmises dans le cadre du CAQES, donc avec là, certaines qui ont été faites en 2024, d'autres en 2025, et certains établissements qui ont pu réactualiser d'une année sur l'autre, ce qui permet d'avoir un état de progression qui est intéressant à suivre. Donc ces cartographies ont été réalisées, comme on l'a dit, c'est un partenariat avec plusieurs Omédites, et 7 régions ont déployé l'outil au niveau des Omédites, ce qui nous a permis de réaliser un bilan sur 120 établissements sur 7 régions ont réalisé la cartographie en 2022 et 2023. Et les constats principaux ont fait l'objet d'une communication affichée à Eurofarmat, et on vous présente quelques résultats. Donc 14% d'établissements ont intégré l'IUD, donc l'identification unique des dispositifs médicaux, qui est attendue dans l'ensemble de leur circuit, donc c'est très peu. On a regardé également l'interopérabilité des logiciels de traçabilité pour pouvoir verser les documents dans le DMP et dans le DPI. Donc là, sur le DPI, on est à moins de la moitié des établissements qui avaient cette interopérabilité, et sur les DMP, encore un peu moins. Forcément, c'est très en lien. Et ensuite, il restait 63% d'établissements ayant une traçabilité sanitaire en papier au bloc opératoire. Les conclusions sont nationales, mais finalement aussi régionales. On retrouve l'intégration de l'IUD dès la réception à la PUI, qui est un axe primordial pour la suite du circuit. La mise en œuvre de la traçabilité sanitaire en temps réel au bloc opératoire, et l'intégration automatisée des données dans le DPI et dans le DMP. Il y aura un webinaire aussi qui sera thématique sur les DMI, où on pourra un peu plus aller dans les résultats de ce bilan. À la suite de ces cartographies, l'ensemble des Omédites ont du coup eu beaucoup de retours. On vous avait déjà présenté, vous avez sûrement vu la web-série DMI. 6 épisodes ont été réalisés en 2024 sur du retour d'expérience relatif à l'informatisation du circuit des dispositifs médicaux implantables. 2 épisodes en 2025 qui tournaient également sur la pharmacie clinique. Et voilà, on est heureux que 3 établissements de Nouvelle-Aquitaine ont pu participer et faire partager leur expérience via les web-séries. Et tous les replays sont disponibles sur le site de l'Omédite ou sur le site du réseau Médite. Pour finir sur les dispositifs médicaux implantables, on voulait vous partager une action nationale donc, sur la feuille de route 2025-2027 relatif à l'anticipation et pour anticiper et prévenir les pénuries et améliorer la disponibilité des dispositifs médicaux en France. Cette feuille de route est très recentrée sur les pénuries de DM et DMI, de tous les DMS d'ailleurs, dans les établissements de santé. Dans ce cadre, la Direction générale de la santé a sollicité le réseau Médite pour assurer le pilotage d'une action sur la promotion des mesures de bon usage des dispositifs médicaux. Donc les groupes sont en cours, c'est des actions qui sont attendues sur l'année prochaine ou jusqu'en 2027, et on vous tiendra informé autant que possible du suivi. Merci. Donc, je poursuis donc sur le bon usage des antibiotiques, donc thématique notamment d'actualité puisqu'on est la semaine de lutte contre l'antibiorésistance. Donc en lien bien sûr avec les critères de la certification, donc vous le connaissez par cœur, donc le critère 2.4-02 sur le bon usage des antibiotiques, donc critères impératifs. Et je ne vais pas reprendre les attendus qui, vous le savez, sont semblables à ceux du CAQES. Donc la volonté avait été en région lors de la mise à disposition de l'indicateur régional sur le bon usage des antibiotiques de créer des grilles d'audit donc, qui sont mises à disposition. Donc il y en avait une, donc on avait pris le parti de cibler les infections urinaires au vu des nouvelles recommandations. Et l'an dernier, on a travaillé sur une nouvelle grille d'audit sur l'évaluation de la traçabilité, de la réévaluation
Donc ces grilles, elles sont mises à disposition sur la plateforme Immedit pour ceux qui sont ciblés dans le CAQES, et pour ceux qui ne seraient pas ciblés, on les a mis à disposition sur notre site internet. Donc voilà, comme ça vous pouvez vous auto-évaluer et valoriser tout ça dans le cadre donc de la visite HAS. Donc, je reviens rapidement sur les résultats donc, de cet audit dans le cadre du CAQES, mais qui seront détaillés un peu plus au niveau du webinaire. Donc, sur le premier audit sur les infections urinaires, donc, il y a eu 12 établissements qui ont répondu sur les 19 ciblés. Donc, ça représentait une cohorte de 314 patients, un âge moyen de 75 ans. Donc, vous voyez les indications. Donc, on a 40% de pyélonéphrite, 34% d'infections urinaires masculines, 19% de cystite et 7% qui n'étaient pas catégorisés. Donc la conformité de l'indication était à 84%. Au niveau des molécules utilisées, donc on vous a remis le top 3 par indication. Vous voyez au niveau de la pyélonéphrite, en première intention, on retrouve la ceftriaxone, suivi en deuxième intention de l'amoxicilline. Donc là, on n'avait pas le détail, ça doit être sûrement sur antibiogramme, et l'apipertazo, sûrement aussi pour risque de BLSE. Sur les infections urinaires masculines, en première intention, on retrouve la ceftriaxone, suivi du Bactrim et d'équinol en dernière intention. Et pour la cystite, on retrouvait l'amoxicilline, donc là aussi notamment en lien avec les résultats de l'antibiogramme. Et après, en probabiliste, le pivméthylinam et le phospho. Donc là, on avait une conformité par rapport aux recommandations de 71%, donc on a un petit peu baissé par rapport à l'année dernière. Et au niveau des durées de traitement, donc elles étaient respectées dans 82% des cas. Donc là, par contre, on est un peu plus supérieur aux données de l'an dernier. Sur la traçabilité de la réévaluation, donc là, on a 8 établissements qui ont répondu à cette enquête. Donc ça représentait 240 patients. Donc là, on n'avait pas le focus d'indication infection urinaire, on était vraiment toute indication confondue. Donc on retrouvait notamment des infections des respiratoires basses, infections urinaires et digestives. Et donc là, la conformité, elle était de l'ordre de 83%, donc ce qui est quand même assez haut par rapport aux données de l'an dernier. Donc on fera les détails après dans les restitutions du webinaire. Donc sur le sujet des personnes âgées, donc là aussi on vous avait mis à disposition une grille d'audit donc qui était pour les établissements ciblés dans le cadre du CAQES, mais qui est aussi disponible sur notre site internet pour ceux qui voudraient s'auto-évaluer. Donc la méthodologie, vous la connaissez, on a pré-ciblé des situations. Donc des situations pour les médicaments qui sont potentiellement inappropriés, donc c'est MPI. Donc il y en a 39, donc classés par système. Et de la même façon, on a aussi classé des situations qui sont des omissions, donc des indications qui ne sont pas mais qui devraient être traitées. Donc il y en a 21. Et donc on va détecter, donc est-ce que les prescriptions ont des MPI ou des omis. Et nous, ce qu'on voulait surtout voir, c'est est-ce que vous avez pu mettre en place des actions de réévaluation de ces prescriptions. Donc sur les 26 établissements ciblés, il y en a 19 qui ont répondu. Donc ça représentait 595 patients. Donc vous voyez, l'âge moyen était de 84 ans. Et là aussi, on retrouvait un nombre moyen de médicaments de 10,9. Donc ça refait un peu écho à Emmanuel, à tes 10 médicaments par patient. On est là-dessus aussi. Donc sur le nombre de MPI, on a retrouvé 611 au total, donc sur les 595 patients. Donc ça veut dire que 36% des patients avaient au moins un MPI, voire plus. Et on retrouvait en moyenne un médicament inapproprié par patient. Donc le top 3, je vais faire une grosse surprise encore. Donc on se retrouve sur les IPP. Donc les IPP, ou parce qu'ils n'avaient pas d'indication, ou parce que donc ils sont utilisés sur une durée prolongée. Et on retrouve cette année aussi une charge anticholinergique élevée, donc avec l'association de plusieurs médicaments avec une charge anticholinergique. Et donc, ce qui était important de voir, c'est que grâce à la réévaluation, donc aux actions de pharmacie clinique ou de concertation pluriprofessionnelle, on arrive à baisser de moins 25% ces médicaments inappropriés chez la personne âgée. Donc, de la même façon pour les omissions, donc là, c'était un recueil qui est soumis au volontariat. Donc, on a eu 13 établissements qui ont répondu. Donc, une cohorte de 415 patients. Donc, on a retrouvé 178 omis, donc ce qui représentait 13% des patients, avec un nombre donc, de 0,42 omissions
par patient. Et donc là, le top 3, on retrouve en première intention les vaccins, donc ce qui va faire écho à la séquence de cet après-midi qui sera pilotée par la mission vaccination, l'apport de la vitamine D et les opioïdes, donc quand les patients, les laxatifs, pardon, quand les patients sont traités par opioïdes. Et donc là aussi, on a réussi à baisser de 38% donc ces omissions grâce à la réévaluation de ces prescriptions. Donc les actions au niveau régional, donc vous le savez, on a sorti un serious game qui s'appelle Prismage, qui est gratuit et à télécharger sur notre site internet pour la prévention des risques liés à l'atrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé. Donc vous pouvez jouer plusieurs rôles et c'est à destination des hôpitaux mais aussi de la ville puisqu'on a introduit 2 rôles donc pour les pharmaciens d'officine et les médecins traitants qui ont un rôle clé dans la prévention de cette iatrogénie. Et donc, vous pouvez le télécharger. Et si ça bloque, il faut prendre la tâche de votre DSI pour débloquer le téléchargement. Et on poursuit nos formations donc, sur la pertinence des prescriptions et l'entretien de compréhension hommage qui se fait en distanciel. Donc, vous attendez le planning des formations de 2026 qui doit normalement sortir la semaine prochaine. Donc, on a validé les dates. Donc, on répond et on reconduit donc, toutes nos formations sur l'année 2026. Donc, dernier point là, sur la pharmacie clinique. Donc, c'est un peu la date d'anniversaire puisqu'on a créé cette task force de pharmacie clinique, donc notamment quand on a élaboré l'atelier l'an dernier. Donc, c'était en fait pour créer donc, ce réseau régional en lien avec tous les partenaires, donc bien sûr en lien avec l'ARS, l'assurance maladie et aussi nos experts et la SFPC, donc pour vraiment partager nos pratiques et déployer du coup cette pharmacie clinique au sein de notre région. Donc, on a pu réaliser une première journée qui était vraiment dédiée à la pharmacie clinique, donc en octobre dernier. Donc, ça a permis de parler, de discuter de toute l'actualité autour de la pharmacie clinique. Donc, on était très contents parce qu'on a eu plus de 100 participants, donc ce qui a un peu témoigné donc, de l'engouement au niveau régional avec fort taux de satisfaction. Et donc pour l'année qui suit, donc on va poursuivre nos actions d'accompagnement auprès de vous professionnels et notamment on l'avait dit lors de la journée donc avec des thématiques ciblées notamment sur le levier du numérique avec la codification des activités et l'apport des solutions intégrées. Donc vous savez les indicateurs donc qui sont intégrés dans le CAQES, donc c'était un peu en expérimentation cette année, donc ça prend effet donc sur l'année 2025 évaluée en 2026. Et donc, on va réaliser donc, de nouvelles journées régionales dédiées à la pharmacie clinique, donc des sessions annuelles. Donc, c'est vrai que cette année, elles étaient un peu dédiées au secteur hospitalier. L'objectif, après, voilà, ça sera d'étendre à tous les secteurs médico-social, villes, et comme on l'a vu aussi, ouvrir peut-être aux préparateurs et pas cibler qu'aux pharmaciens. Je te laisse la parole. Comme Antoine l'avait annoncé, donc un petit focus santé mentale et plus particulièrement les travaux de la commission santé mentale dont certains représentants, contributeurs sont dans la salle. Donc, depuis de nombreuses années maintenant, il y a une vingtaine de professionnels qui sont mobilisés avec la présence systématique et la participation systématique également de l'ARS et de l'assurance maladie que je remercie, des ordres et également, c'est vrai que ça permet, voilà, on a 4 réunions par an, dont une qui est réalisée sur une journée en présentiel. Ça permet à tous les professionnels de se rencontrer et de cibler des thématiques voilà, plus précises. C'est commission sur l'occasion de faire des retours d'expérience et d'élaborer des outils. Donc c'est vrai, alors cette année, on ne l'a pas mentionné, on n'a pas beaucoup parlé, mais ces ruptures, ces tensions d'approvisionnement, notamment en santé mentale, a fait l'objet d'un point systématique lors de chaque commission, avec vraiment des partages d'expérience et l'impact que cela a pu avoir en tant qu'établissement de santé. Donc un petit focus, donc on élabore, voilà, il y a des outils qui sont élaborés chaque année, il y a un guide de pédopsie qui va sortir. Et cette année, ça fait depuis 2-3 ans, on travaille énormément autour de la femme en âge de procréer et de la femme allaitante. À qui on prescrit des psychotropes. Donc cette année, il y a eu un gros travail qui a été
réalisées sur des fiches d'information et de décryptage, on va dire, de ces attestations d'information partagées sur les 3 médicaments, la carbamazépine, le valproate et le topiramate. Donc, essayer de décrypter, d'aider les professionnels. Bon, il y a des fiches patients et professionnels pour vous aider à vous y retrouver, et elles ne sont pas évidentes pour permettre cette attestation d'information partagée. Dans le cadre du CAQES, mais l'intérêt de cette commission, c'est que tous les établissements de santé volontaires y participent, donc établissements CAQES ou non soumis au CAQES. En capitalisant sur les travaux du CHS des Pyrénées, on a proposé un audit sur la traçabilité de la contraception, parce que c'était une vraie problématique dans vos établissements de santé, et notamment en santé mentale, en lien avec tous les médicaments tératogènes. Donc, il y a eu une première itération de cet audit qui a fait l'objet d'une restitution dans le cadre de la commission santé mentale du mois de septembre. Donc, sur les 20 établissements ciblés, 18 ont participé. Donc, les établissements ciblés de CAQES Psy, il y a aussi bien des établissements psy et monopsy et MCO, activités de psychiatrie. Donc au total, il y a eu 338 patients qui ont été inclus. Donc la cible était à 20 patients par établissement. Voilà, certains ont fait moins, d'autres plus, avec une moyenne d'âge donc assez jeune de 36 ans. Donc dans les questions qu'on avait posées, dans le cadre notamment d'initiation et puis aussi de disponibilité de la contraception dans les établissements de santé. Donc sur les 18 participants, 13 ont répondu. Donc majorité bien entendu mise à disposition de contraception péros, mais également certains établissements ont pu référencer des implants ou une forme IV. Donc là aussi, c'est important en termes de mise à disposition de ces contraceptions. Donc sur les médicaments ciblés, c'était les médicaments bien entendu tératogènes, aussi bien le lithium, le valproate, la carbamazépine, topiramate, prégabaline et phénobarbital. Sachant, voilà, là on a fait vraiment une synthèse des résultats, sachant qu'il y a une publi qui est en cours avec les membres de la commission. Donc dans les focus à avoir au niveau de la prescription, on a encore des marges d'amélioration sur cette traçabilité, notamment la traçabilité de l'accord de soins, qui sont présents que dans 28% des dossiers des patients éligibles. Donc vraiment cette intégration dans le système d'information et derrière le partage d'informations qui peut être mené. Comme information sur la contraception, on ne l'a que dans 55% des patientes. Donc c'est vraiment cette difficulté de tracer cette contraception. Ça reste un médicament qui doit être prescrit. Et s'il fait l'objet d'auto-administration, il doit y avoir une traçabilité et on reste sur une sécurisation aussi de cette administration. Au niveau de la dispensation, on avait également regardé, bien entendu, le rôle du pharmacien. Et dans 18% des cas, le pharmacien avait fait une intervention pharmaceutique, le plus souvent sur un suivi thérapeutique, notamment sur le lithium. Au niveau de l'administration, donc là, voilà, on y attache une importance particulière. Ces contraceptifs ne sont pas forcément tracés. On rappelle que donc, si c'est laissé en chambre, ce contraceptif doit être sécurisé. C'est un médicament. Et derrière, même s'il y a une auto-administration, donc dans le cadre du programme d'auto-administration des médicaments, il doit y avoir une traçabilité de cette auto-administration. Donc encore des marges d'amélioration et cet audit va être réitéré l'an prochain auprès des établissements ciblés par l'indicateur. Dernier point, Marion a parlé de l'accompagnement sur les dispositifs médicaux implantables. On voulait juste vous refaire un petit point sur les accompagnements individuels qualité-sécurité, notamment dans le cadre de la certification HAS, mais aussi de l'évaluation des ESMS, puisque lorsqu'on vient dans les établissements de santé, parfois, vous pouvez nous solliciter aussi bien dans le cadre de la certification que dans le cadre de vos évaluations de vos ESMS attachés à un de vos établissements. Donc voilà, juste pour vous montrer qu'on vous accompagne de plus en plus, qu'on est encore déjà à travers les formations et les nombreux accompagnements, on est assez présent sur le terrain. En 2027, donc on aura réalisé 27 accompagnements. Concernant la certification, comme l'an dernier, on est à 12 établissements sanitaires, avec la particularité cette année qu'on est en train de déployer l'accompagnement à la nouvelle certification.
donc avec on va dire un lien renforcé avec l'ARS en lien avec les autorisations des PUI, puisqu'il y a un retour de la HAS et de la certification au niveau de la PUI. Donc également voilà, une montée en charge de l'accompagnement dans les établissements médico-sociaux et en particulier dans le secteur handicap. Donc ces accompagnements individuels viennent bien entendu en complément de tout l'accompagnement collectif que l'on peut réaliser aussi bien à travers les webinaires, les formations dont tu as parlé Marine, tous les outils qu'on vous met à disposition et les questions-réponses que l'on fait vraiment au fil de l'eau. On essaie voilà, de vous répondre le mieux et le plus rapidement possible. Donc, et c'est en complémentarité bien entendu des autres structures d'appui. On se coordonne avec le CK, avec lequel on a fait un webinaire sur la certification il n'y a pas longtemps, avec un suivi à distance et la mise à disposition d'un plan d'action par établissement. Et cette année, donc on ne revient pas du tout là, sur cette séquence sur la certification, mais il y aura un accompagnement spécifique en capitalisant sur l'accompagnement régional qu'on avait pu mener les années précédentes sur la mise en œuvre du critère avancé sur le patient en auto-administration des médicaments. Et j'en profite aussi pour vous dire que la fiche pédagogique sur les produits, la prise en charge médicamenteuse a été réactualisée en lien avec les ajustements du mois de septembre, notamment sur la disparition de la notion d'autogestion, et il y a eu un rajout sur la sécurisation des gaz médicaux. J'en profite pour dire qu'il y a un outil qui est en cours, notamment sur la proposition du FUT de Poitiers, mais qui a été révisé et avec l'aide du FUT de Bordeaux et du FUT de Limoges. Donc il y a un outil régional qui va sortir pour vous accompagner sur la sécurisation des gaz médicaux, de la prescription au stockage et à l'administration. Lorsqu'on a fait les accompagnements de terrain, donc là, ce sont toutes les marges d'amélioration que l'on a pu voir, que l'on fait fréquemment, mais habituellement, de toute manière, lorsqu'on vient dans vos établissements de santé, vous êtes tout à fait au fait des marges d'amélioration que vous avez souvent identifiées, mais le fait de l'objectiver, on l'a bien compris, par des professionnels extérieurs, c'est très important pour vous soutenir dans votre dynamique, donc aussi bien au niveau de la politique qualité-sécurité des produits de santé, il y a toujours un besoin constant de maintenir cette culture de sécurité. La gestion des documentaires à mettre à jour très régulièrement. C'est vrai que les certifications se suivent et ce besoin de mise à jour est très important. L'appropriation des procédures qui sont souvent, lorsqu'on vient sur le terrain, ne sont pas forcément connues. Les never events également, etc. Je vous laisse lire parce qu'on est en retard. Donc, en gros, je vais juste pour vous dire qu'il y a, voilà, que vous les connaissez tous, toutes ces marges d'amélioration, aussi bien au niveau de la prescription. Donc, les prescriptions conditionnelles, c'est souvent en lien avec des paramétrages aussi informatiques. C'est pas forcément évident. Et dans les focus, juste, j'attire l'attention sur tout ce qui est, on demande maintenant de paramétrer le solvant, la durée d'administration, etc. dans vos logiciels. Donc, les pharmaciens sont aussi vont être impliqués sur ces évolutions. Et puis, donc, je vais passer parce qu'on me fait les gros yeux. Alors, quelques mots pour dire que la plateforme Immedit que vous connaissez va évoluer. Donc, Immedit, c'est la plateforme sécurisée pour les établissements de santé de la région. Vous la connaissez tout d'abord parce que c'est cette plateforme qui héberge le module d'auto-évaluation du CAQES, donc qui concernait aussi avant tous les établissements. Donc avec les contrats, les grilles, vous avez aussi l'historique pour les établissements qui ne sont plus concernés ces années. Et vous avez aussi, pour tous les établissements, la mise à disposition d'outils. Donc Marine parlait des grilles d'audit. Elles sont également disponibles sur Immedit pour tous les établissements. Et un annuaire de contact. Et on vous redit, pensez à mettre à jour vos coordonnées. On va essayer de le faire évoluer pour qu'il y ait plus de contacts pharmaciens notamment. On sait que vous êtes beaucoup parfois dans les structures. Mais en tout cas, pensez à mettre à jour vos coordonnées annuellement parce que c'est notre moyen partagé de suivre... De communiquer avec vous, avec notamment partager avec l'assurance maladie et l'ARS également. Vous avez faim, c'est bientôt fini. Restez connectés à l'Omedit.
Ah, il manque une slide mince sur Immedit. Eh oui. Ah, j'en ai vu qu'une. J'improvise. Et donc, voilà, donc, elle évolue. Pourquoi ? Parce qu'on a le projet de parler un peu plus à tous les établissements sanitaires de la région et de proposer un espace pour mettre vos documents. Vous avez déjà quelques profils, les profils de la liste en SUL, quelques profils PHEV, et on voudrait créer des espaces dédiés pour que vous puissiez récupérer toutes les informations de votre établissement de santé, tous les profils qui peuvent être mis à disposition. Voilà, donc je disais, restez connectés à l'Omedit. Donc, je vous rappelle notre lettre d'information, donc qui vient en complémentarité, évidemment, avec la lettre d'information vraiment à grande échelle dont je vous parlais. Donc là, on est sur l'instant Omedit. Donc, vous devez être abonné. Si vous ne l'êtes pas, on vous invite à vous inscrire sur notre site. Voilà, donc le site internet de l'Omedit que vous connaissez bien, je pense. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube.